tu vas bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, avec l'accord de la maison d'édition Harlequin, je vais te lire le chapitre 16 du tome 1 de toute mon âme de Rachel Vincent. Mais avant, je vais te présenter un livre que je me suis acheté récemment et il s'agit Harry Potter à l'école des sorciers, mais version illustrée. Et je trouve cette édition magnifique. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo à part où je présenterai le livre, où je montrerai quelques illustrations. Même si tu connais le résumé, je vais quand même te le lire. Parce que c'est Harry Potter quand même. Pas de magie pour Harry Potter. Il vit chez un oncle et une tante qui le détestent. Dort dans un placard sous l'escalier et jamais on ne lui a fêté son anniversaire. Son existence bascule le jour de ses 11 ans, quand un géant lui apporte une lettre et d'incroyables nouvelles. Harry n'est pas un garçon comme les autres. Une place l'attend à l'école de sorcellerie de Poudlard. Amitié, match de Quidditch, cours de sortilège et combat contre des trolls. Une aventure extraordinaire est sur le point de commencer, mais un mystère entoure la naissance du jeune sorcier. Sublime illustration en couleurs et surprises animées, toute la créativité du célèbre studio graphique Mina Lima dans une édition unique du premier tome de la saga Harry Potter. Et voilà, donc moi j'ai décidé de me faire toute la collection de Mina Lima parce que je la trouve trop magnifique. Mais regardez-moi cette couverture. Sérieux. C'est trop magnifique. Et moi qui suis une grande fan de Harry Potter, je suis comblée. Non mais sérieux quoi, il y a plein d'illustrations et tout, c'est ouf. Je vais essayer de t'en montrer une. Par exemple là. Il y a la lettre que Harry reçoit. Il y a la lettre là que Harry reçoit quand il est chez son oncle et sa tante à Private Drive. Et genre ça se déplie et tout, c'est trop ouf. C'est difficile de te montrer en caméra, sérieux. Mais c'est trop bien. Donc voilà pour ce magnifique livre. Si seulement je pouvais obtenir les droits pour lire Harry Potter. Le rêve ultime. Mais à moins d'être blindé de thunes, passer un accord avec eux, c'est pas possible. Bon allez, retournons à De toute mon âme. Donc la dernière fois je t'ai lu le chapitre 15. Ça recommence, mes cheveux ils m'énervent. Et il y a des cheveux bouclés, moi je vous l'ai dit. J'en étais où? Qu'est-ce que je disais? Oui, donc je disais que la dernière fois je t'ai lu le chapitre 15. Et il y a une putain de mouche qui me casse les pieds. Et je crois que je vais jamais réussir à terminer ma phrase. Donc je disais que la dernière fois je t'ai lu le chapitre 15. Et dans ce chapitre, Todd. Faut que je me remémore. Alors Todd, il a appelé Kaylee en pleine nuit, si je me souviens bien. Il a appelé Kaylee en pleine nuit pour l'informer que du coup, elle et Nash avaient raison. Puisque les filles n'étaient pas censées mourir. Je crois qu'elles n'étaient pas inscrites sur la liste. Et on a appris que Todd s'était incrusté chez Nash. Et Nash l'a su. Et du coup, on va dire qu'il s'est mis en colère.
que c'est à peu près tout ce qui s'est passé. Enfin, je résume très grossièrement, hein, mais je crois que la vidéo précédente faisait 40 minutes, donc je résume vraiment très brièvement. Mais en gros, oui, Todd a appelé Kaylee. Et du coup, Kaylee, elle s'est demandé comment Todd avait eu son numéro. Et finalement, c'est que Todd s'est incrusté chez Nash pour fouiller dans son téléphone et récupérer le numéro de Kaylee. Donc c'est parti, je vais te lire ce nouveau chapitre. Il faut juste que je trouve la page. Et je suis désolée si t'entends des bruits de fond, notamment mon bruit de frigo. C'est que je tourne dans mon salon, la cuisine est juste à côté. Parce qu'en ce moment je ne peux pas tourner dans ma chambre, étant donné que mon copain est actuellement occupé. Et ce qui veut dire que vu qu'on a un chargeur pour deux concernant l'ordinateur, c'est très pratique. Et du coup lui il a besoin de son ordinateur, donc du coup je lui laisse le chargeur. Vu que le mien ne tient pas à la batterie, c'est mort. Mais du coup je peux enregistrer le son via son gros ordinateur fixe qui se trouve dans le salon. Mais malheureusement dans le salon il y a plein de bruit alentour, ce qui est pas très très agréable. Là notamment il y a un gros bruit et je sais pas d'où ça vient, mais c'est pas très agréable. Mais ce sera comme ça tout l'été malheureusement. C'est parti. Chapitre 16. Chapitre 16. Chapitre 16. Et petite rectification, ce n'est pas le chapitre 15 que je t'ai lu la dernière fois, mais le chapitre 14. Je viens juste de le voir. Donc là, c'est le chapitre 15 que je vais te lire. Chapitre 15. Chapitre 15. Chapitre 15. Lorsque je me réveillais au matin, la lumière du jour pénétrait à flot dans ma chambre, filtrant entre les lamelles des stores, et ma porte tremblait sous un martèlement de coups de poing. « Kaylee, fainéante, sors tes vestes du lit !» braillait Sophie. « Ton père est au téléphone !» Je roulais sur le matelas, tirais ma couette en travers et jetai un coup d'œil au réveil sur ma table de chevet. 8h45. Pour quelle raison mon père m'appelait-il puisqu'il devait me voir dans moins d'une heure? Pour me dire qu'il avait atterri ou qu'il n'avait pas atterri? Il ne venait pas, j'aurais dû m'en douter. Pendant quelques instants, je fis semblant d'ignorer ma cousine et m'abîmais dans la contemplation de l'épaisse moulure qui courait tout autour du plafond, histoire de laisser à ma mauvaise humeur le temps de couver en silence. Cela faisait plus de 18 mois que je n'avais pas vu mon père. Et aujourd'hui, il n'allait même pas venir m'expliquer pourquoi il ne m'avait jamais dit que je n'étais pas humaine. Non que j'ai besoin de lui. Grâce à sa lâcheté, je disposais d'un couple de tuteurs tout à fait correct. Il n'empêche qu'il me devait une explication. Et s'il n'était pas disposé à me la donner en personne, je pouvais du moins l'exiger par téléphone. Je repoussai ma couette et enfilai mon pantalon de pyjama abandonné comme une flaque sur le plancher. J'ouvris la porte et tombai nez à nez avec Sophie, habillée de pied en cap et soigneusement maquillée, plus fraîche et pimpante que jamais. Seul le léger gonflement de ses paupières témoignait que son sommeil de la nuit passée avait été chimiquement provoqué. Gonflement qui se serait sans doute résorbé dans moins d'une heure, de toute façon. La dernière fois que moi, j'avais pris une de ces pilules à zombies, je m'étais réveillée avec la tête d'une bête écrasée sur l'autoroute. Merci. Je pris le téléphone des mains de ma cousine, qui se contenta d'un hochement de tête avant de tourner les talons et de s'en retourner dans le couloir d'un pas pesant, visiblement privée de l'habituelle énergie qui la faisait d'ordinaire se pavaner. Je refermai ma porte d'un coup de pied et portai le téléphone sans fil à mon oreille. À côté de mon mobile, il paraissait énorme et encombrant. Je n'arrivais pas à me rappeler la dernière fois que je l'avais tenu en main. « Tu aurais pu m'appeler sur mon portable, dis-je dans le combiné. »« Je sais.
15 ans la dernière fois qu'il m'avait vue. Les choses avaient changé depuis. Moi, j'avais changé. Mais comme j'avais enregistré ce numéro, c'était plus facile pour moi, poursuivit-il. En langage de père absent, cela voulait dire « J'ai oublié ton numéro de téléphone portable, mais ça me gêne trop de l'admettre, même si c'est moi qui paie les factures. » Bon, laisse-moi deviner. Je tirai à moi la chaise de mon bureau et m'assis lourdement. Histoire de m'occuper les mains, j'appuyai sur le bouton marche-arrêt de mon ordinateur. « Tu ne viens plus ?»« Bien sûr que si, je viens. » Je l'imaginais en train de froncer les sourcils. Et alors seulement, je me rendis compte que je percevais un bruit de fond. Des voix aux accents officiels, dans des haut-parleurs, des bribes de conversation décousues, des bruits de pas. Il se trouvait à l'aéroport. Mon avion a été retardé par une tempête de neige à Chicago, mais avec un peu de chance, je serai là ce soir. Je voulais juste te prévenir que j'arriverai en retard. Oh, ok. Trop content de ne pas lui avoir sauté sur le poil pour exiger qu'il m'avoue tout au téléphone. À ce soir alors. C'est ça, à ce soir. Le silence s'installa alors sur la ligne. D'une part, parce que mon père ne savait plus quoi dire. De l'autre, parce que je n'avais aucune intention de lui faciliter la vie en parlant la première. Finalement, il se racla la gorge. « Tu vas bien ?» s'enquit-il d'une voix lourde, comme s'il avait voulu en dire plus. « Très bien. De toute façon, tu ne pourrais rien y faire si j'allais mal, pensai-je, tout en secouant légèrement ma souris pour repérer le curseur sur mon écran. Il m'a fallu un peu de temps pour m'y habituer, repris-je. Mais maintenant, je veux que tous les secrets soient révélés au grand jour. Je suis prête à les entendre. Je suis tellement désolée à propos de tout ça, Kaylee. Je sais que je te dois la vérité, surtout, mais s'il y a certaines choses qu'il ne me sera pas facile de te dire, alors je te demande de te montrer patiente avec moi. Je t'en prie, comme si j'avais le choix. Mais j'avais beau me sentir furieuse à cause du monumental mensonge qu'avait été ma vie jusque-là. Je voulais à tout prix savoir pourquoi ils m'avaient tous trompée. Il devait sûrement avoir une bonne raison de me laisser croire que j'étais folle, plutôt que de m'avouer la vérité. Mon père soupira. « Je peux t'emmener dîner quand j'arrive. Il faudra bien que je mange quelque chose de toute façon. » Je double-cliquai dans mon navigateur internet et tapais le nom d'une chaîne d'information locale dans la barre d'adresse, avec l'espoir d'y dénicher les dernières nouvelles. Mon père hésita encore un long moment, comme s'il avait attendu autre chose. Mais, si forte que soit mon envie de lui parler, de lui épargner l'affreux silence dont j'avais moi-même tant souffert, je résistais. Quelques visites, à l'occasion de mes anniversaires, et quelques cartes de Noël n'avaient pas suffi à faire de lui mon père. Surtout qu'elles étaient de plus en plus espacées. Alors à ce soir. Ok. Je raccrochai et reposai le téléphone sur mon bureau, le fixant quelques secondes d'un air absent. Puis je laissai échapper le soupir que j'avais retenu sans même me rendre compte, et parcourus les grands titres en ligne, comptant bien effacer mon père de mes pensées, au moins jusqu'à ce qu'il se pointe sur le perron. Il n'y avait rien de neuf à propos d'Alison Baker, ni de Meredith. Par contre, le coroner s'était officiellement prononcé sur la cause du décès de Heidi Anderson. Défaillance cardiaque. Mais n'était-ce pas là ce dont tout le monde mourait au bout du compte? Cependant, dans le cas de Heidi, il n'existait aucune cause répertoriée pouvant expliquer que son cœur ait lâché. Comme je l'avais su depuis le début, elle était simplement morte. Point à la ligne. De nouveau en proie à une terrible frustration, j'éteignis l'ordinateur, puis me rendis à la salle de bain, reposant au passage le téléphone sur son support. 20 minutes plus tard, douchée, habillée et les cheveux séchés à la brosse, je m'installai au comptoir de la cuisine, avec un jus de fruits et une barre de céréales. Je venais tout juste d'en déchirer l'emballage lorsque Tante Val entra d'un pas nonchalant, emmitouflée dans le peignoir en éponge de mon oncle, au lieu de son habituelle robe de chambre de soie.
cheveux n'étaient qu'un amas enchevêtré de mèches châtaines que le gel coiffant de la veille hérissait de drôles d'épis, comme un punk attardé. Elle avait le dessous des yeux barbouillés d'eyeliner et le visage blême sous les traînées de fard à jouer de fond de teint. Traînant les pieds, elle alla droit vers la cafetière déjà pleine et fumante. Pendant plusieurs minutes, je mâchonnais en silence, tandis qu'elle sirotait son café. Lorsqu'elle apporta sa deuxième tasse sur le comptoir, la caféine avait déjà fait son effet. « Je suis désolée pour cette nuit, ma chérie, » dit-elle en se passant une main dans les cheveux pour essayer d'y mettre un peu d'ordre. « Je ne voulais pas t'embarrasser devant ton petit ami. » Je vis une boulette de mon papier d'emballage que je lançai dans la poubelle à l'autre bout de la pièce. « Ce n'est rien, » répondis-je. De toute façon, il y avait déjà tellement de choses qui allaient de travers qu'on n'avait pas le temps de s'inquiéter d'une tante un peu saoule. Elle accusa le coup, hocha la tête. Je suppose que je l'ai bien mérité. Vrai. Cependant, l'avoir grimacé de douleur à chaque mouvement, à croire que le contact même de l'air lui était pénible, me remplit de remords. Non, tu te trompes, excuse-moi. Moi aussi je m'excuse, répondit tante Val, avec un sourire forcé. Tu ne peux pas savoir à quel point je regrette. Rien de tout cela n'est ta faute. Elle baissa les yeux sur son café, comme si elle s'apprêtait à dire autre chose. Mais les mots étaient tombés dans sa tasse, trop ramollis à présent pour lui être de quelque utilité. Ne t'inquiète pas pour ça. Je finis de boire mon jus d'orange, posai mon verre dans l'évier, puis regagnai ma chambre. J'envoyai un texto à Emma pour m'assurer qu'elle avait toujours l'intention de se rendre au service funèbre. Sa mère m'annonça qu'elle me retrouverait sur place, 15 minutes avant le début de la cérémonie, à 1h moins le quart. Je passai le reste interminable de la matinée à regarder une émission de télé pétifiante et à surfer sur le net. À 2 reprises, je tentais de passer un moment seul avec mon oncle pour le mettre au courant de la nouvelle rapportée par Todd. Mais chaque fois que je le trouvais, c'était en présence d'une très maussade et très collante Sophie, laquelle semblait redouter la cérémonie autant que moi. Après avoir déjeuné tôt, je ne mangeais que du bout des dents. Je troquai mon t-shirt pour un chemisier noir à manches longues, espérant qu'il constituerait une tenue plus appropriée pour le service funèbre d'une fille dont je n'avais même pas réussi à sauver la vie. Comme je me dirigeais vers la porte d'entrée, je tombais sur Sophie, assise sur le banc dans le vestibule, les mains sur les genoux, dans une étroite robe noire, la tête si basse que ses longs cheveux blonds lui couvraient la poitrine. Elle avait l'air si pitoyable, si perdue que, bien que n'ayant aucune envie de me gâcher le plaisir de faire le trajet en voiture seule avec Nash, je lui proposai de l'emmener à l'école. « Maman m'accompagne, » répondit-elle, croisant brièvement mon regard de ses grands yeux tristes. « Ok, tant mieux. » 5 minutes plus tard, je m'arrêtais dans l'allée devant chez Nash et attendais avec une certaine nervosité qu'il monte dans ma voiture. Je craignais que ça ne nous fasse bizarre de nous retrouver après sa dispute nocturne avec Todd et sa répugnance à en discuter ensuite avec moi. Mais dès qu'il eut refermé sa portière, il se pencha pour m'embrasser et à en juger par la fougue de son baiser et le fait que ni l'un ni l'autre ne semblions pressés d'y mettre fin, je conclus qu'il avait oublié tout le côté embarrassant de la situation. Le parking de l'école était bondé, plein à craquer. Un grand nombre de parents étaient venus, de même que certains élus municipaux. Et selon les journaux du matin, le lycée avait fait appel à des conseillers pédagogiques supplémentaires pour venir soutenir les élèves et les aider à gérer leur chagrin. Nous dûmes nous garer sur le bas-côté de la route la plus proche du gymnase et marcher près de 400 mètres. En chemin, Nash me prit la main. Emma nous attendait devant la porte principale où sa sœur l'avait déposée. J'avais promis de la ramener chez elle. Emma avait une mine épouvantable, à peine coiffée et pas maquillée. Elle avait les yeux rougis, à croire qu'elle avait dû pleurer. Pourtant,
est maintenant une élève de notre propre école. Tout le monde en parle. Et ils ne sont même pas au courant de ce qui te concerne, ajouta-t-elle dans un murmure. Eh bien, figure-toi que c'est encore plus délirant que tu ne le crois. Je l'entraînais avec nage dans un recoin désert près des toilettes. Je n'avais pas encore eu l'occasion de la mettre au courant des derniers rebondissements. Et pour une fois, je me félicitais qu'elle ait été privée de téléphone. Autrement, j'aurais risqué de lui débiter toute l'histoire, Banshee, faucheur et liste macabre, avant d'avoir pris le temps d'y réfléchir à 2 fois. Ce qui l'aurait sans aucun doute épouvanté encore davantage. Comment cela pourrait-il être pire que ça? S'étonna Emma, désignant de ses bras grands ouverts la foule morne qui grouillait dans le hall d'entrée. Il y a pire, si. Elle n'était pas censée mourir, chuchotai-je en me hissant sur la pointe des pieds pour m'approcher de son oreille, tandis que Nash se pressait contre moi. Les yeux d'Emma s'agrandirent. Qu'est-ce que ça veut dire? Personne n'est censé mourir. Je jetai un coup d'œil à Nash. Il me répondit d'un hochement de tête. Nous aurions vraiment dû décider entre nous de ce que nous allions révéler ou non à Emma. Disons qu'il est nécessaire que certaines personnes meurent, sinon la Terre serait surpeuplée. Par exemple, les personnes âgées, elles ont déjà pleinement profité de leur vie. Il y en a qui sont même prêtes à partir. Mais les ados, eux, sont trop jeunes. Meredith avait encore toute sa vie devant elle. Emma me considéra comme si j'avais perdu l'esprit, ou du moins plusieurs points de mon QI. Quelle piètre menteuse je faisais. Encore que, techniquement, je ne lui mentais pas, tandis que mon ami tentait de déchiffrer le sens de mon petit laïus sur la mort. Nash nous conduisit à travers la cohue vers le gymnase dans lequel nous repérâmes des places libres sur les gradins, près de la section réservée aux visiteurs. Nous nous engouffrâmes dans la salle en même temps que plusieurs centaines d'autres personnes. Une estrade provisoire avait été dressée sous l'un des paniers de basket-ball, et plusieurs représentants officiels de l'école y avaient déjà pris place, en compagnie de la famille de Meredith, sous l'égide de la bannière du lycée, du drapeau national et du drapeau de l'État du Texas. Pendant les 90 minutes qui suivirent, les amis et les proches de Meredith se succédèrent à la tribune pour nous raconter quelle chic fille elle était, et jolie et intelligente et gentille. Certes, tous ces éloges n'auraient pas réellement convenu pour décrire Meredith si elle s'était encore trouvée parmi nous. Mais les morts ont une manière bien à eux de devenir des saints aux yeux des survivants, et Mademoiselle Cole ne faisait pas exception. Et pour parler tout net, sa beauté et sa popularité mises à part, elle n'était en rien différente de la plupart d'entre nous, ce qui constituait justement la raison pour laquelle tout le monde se sentait si bouleversé. Si Meredith était morte, alors cela pouvait aussi arriver à n'importe lequel d'entre nous. Emma pleura à plusieurs reprises, et moi, au moment où Madame Cole s'avança sur le podium et laissa libre cours à ses sanglots. Quant à Sophie, elle était entourée de danseuses larmoyantes qui séchaient leurs joues maculées de mascara à l'aide de mouchoirs en papier extraits de leurs élégants petits sacs à main. Plusieurs d'entre elles prirent la parole, en particulier les camarades de terminale de Meredith, pour déclamer des lieux communs égulés avec une ardeur renouvelée. Meredith aurait souhaité que nous allions de l'avant. Elle aimait la vie et la danse, et n'aurait pas voulu que nous cessions de danser en son absence. Elle n'aurait pas aimé nous voir pleurer. Après que la dernière de ses camarades de classe eut parlé, un écran blanc se déroula du plafond, et quelqu'un fit défiler une série de photos de Meredith, la représentant de sa naissance à sa mort, avec en fond sonore quelques-unes de ses chansons favorites. Durant la projection, plusieurs élèves se levèrent et gagnèrent le hall où les attendaient les conseillers pédagogiques. Reniflements et discrets sanglots résonnaient partout alentour. Toute une communauté en deuil. Et tout ce à quoi j'étais capable de penser, c'était que, si nous ne trouvions pas le faucheur coupable d'avoir récolté l'âme de Meredith sans autorisation, il recommencerait. Après la cérémonie, Nash, Emma et moi descendîmes lentement les gradins.
au milieu d'un flot croissant de gens plus soucieux de se réconforter les uns les autres